Bonjour, bienvenue dans votre émission Parentalité, on en parle. Aujourd'hui, nous allons parler des devoirs. Votre enfant a passé toute la journée à l'école, il est enfin rentré à la maison, vous aussi d'ailleurs, et c'est le moment des devoirs. Souvent source de stress, nous allons voir comment faire pour que ce moment soit un moment agréable. Je m'appelle Elisa Béliard, je suis praticienne en santé naturelle et relaxologue, et je vous accompagne vers un bien-être au sein de votre famille. Alors Sandy, qui es-tu? Bien, donc je suis psychopédagogue. J'ai pas toujours été psychopédagogue en fait. Ça fait que quelques années que je le suis. J'ai été d'abord dans le commerce, mais c'était pas une voie qui m'intéressait du tout. Je m'épanouissais pas professionnellement parlant. Et petit à petit, je me suis tournée vers l'enseignement. Et plus particulier, je faisais du soutien scolaire à domicile. Ce que j'aimais beaucoup, c'était le contact en tête-à-tête avec l'enfant et j'avais l'impression de pouvoir, je me sentais utile comme ça. Oui. Mais il manquait quelque chose. Et un jour, j'ai rencontré complètement par hasard la psychopédagogie et ça a été vraiment comme une évidence. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, je me suis formée et depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, j'ai créé mon cabinet de psychopédagogie au Diamant. Ok, donc tu as une histoire derrière. Tu as vu que les enfants avaient du mal avec psychopédagogie, on entend pédagogie. Donc à la maison, c'est difficile? Ah oui, souvent, en fait, ce qu'on constate, c'est que les enfants ont des difficultés de tout ordre, mais les difficultés peuvent venir de plein de facteurs et on ne sait pas forcément analyser dans un premier temps d'où viennent les difficultés et ensuite, on n'apprend pas aux enfants à apprendre. Et c'est ça un petit peu la difficulté des enfants, c'est qu'on leur demande des choses, on leur demande par exemple d'être attentif ou d'être concentré, mais sans mettre vraiment d'explication derrière. Demande à un enfant de se concentrer. Il n'y a pas forcément d'outils. Mais on sait pas, et puis, c'est pas forcément à quoi ça correspond. Qu'est-ce que je mets derrière le fait de me concentrer? Qu'est-ce que je mets en place pour être attentif? Comment j'apprends une leçon de façon efficace et durable? Parce que on voit beaucoup aujourd'hui des enfants qui vont apprendre une leçon. Alors, avec toute la meilleure volonté du monde, ils vont apprendre pour le contrôle du lendemain. Et puis, une semaine après, ils ont tout oublié. Or, je pense qu'un apprentissage à l'école, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre pour pouvoir se resservir plus tard de ce qu'ils ont appris. Tout à Donc, fait. apprendre pour oublier derrière, c'est pas très... C'est de la perte de temps. Beaucoup Ouais. de perte de temps et d'efficacité. Donc, c'est ce que je veux faire moi aujourd'hui, c'est au-delà du soutien scolaire que je faisais avant, c'est plutôt aller à la base du problème. C'est comprendre pourquoi l'enfant a des difficultés, d'où viennent ces difficultés, et ensuite l'aider à mieux apprendre à l'école. Et D'accord. donc mieux faire ses devoirs et tout ça. Donc en parlant de devoirs, effectivement, mais à quoi ça sert les devoirs, en fait? Alors, les devoirs, c'est quelque chose quand même d'utile. Alors, les devoirs à l'école primaire, ça doit rester des devoirs en théorie qui sont orales, c'est-à-dire apprendre En théorie, on est bien en d'accord. théorie, parce que forcément, tous les professeurs aujourd'hui donnent des devoirs. Mais je dirais que c'est quand même important de donner des devoirs parce que ça permet de revenir sur des choses qui ont été vues dans la journée. On sait que au niveau de la mémoire, la répétition va jouer énormément sur l'encodage, sur ce qu'on va apprendre et sur ce qu'on va mémoriser. Donc, le fait d'avoir vu quelque chose dans la journée et de le revoir le soir, ça va permettre déjà de repasser une deuxième fois, si vous voulez, si tu veux, sur le chemin qui va... Le chemin neuronal. Le chemin neuronal, Ouais, exactement. Ouais. Donc, c'est très, très important, ces devoirs. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, un professeur des écoles qui ne donnerait pas de devoirs... c'est un petit peu comme un médecin qui donnerait pas de médecaments. Des fois, on leur dit... c'est mal vu, c'est pas normal. Voilà, mon donc, enfant n'a pas de devoir aujourd'hui, c'est pas bien, c'est pas... Tu me mens. Voilà. Tu n'as pas écrit tes devoirs, je vais vérifier. Oui, effectivement. Après, il y a aussi le fait que des fois, il n'y a pas de devoir. Par contre, moi, je leur dis toujours que c'est une phrase qu'il ne faut pas dire, j'ai pas de devoir. Non, il y a toujours des devoirs. Il y a toujours une leçon à relire, une définition à réviser. On peut revenir sur ce qui a été vu dans la journée, même si ce n'est pas noté dans le cahier de texte.
Tout à fait. Donc Donc, ça, ça c'est permet de bien enregistrer, de bien mémoriser ouais. les leçons vues dans la journée. Est-ce qu'il faut refaire le cours à la maison ou est-ce qu'il faut simplement relire? Alors relire, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas forcément, de sens. Je t'explique. En 2 mots, si je te demande de lire un texte dans une langue que tu ne connais pas, tu vas pouvoir la lire. Tu vas pouvoir lire ce texte, tu vas pouvoir le lire 10 fois, 15 fois, mais c'est pas parce que tu l'auras lu 15 fois que tu vas le comprendre. Tout à fait. Donc le fait de lire une leçon, le cerveau est passif. Moi, j'encourage davantage le fait d'être actif dans l'apprentissage, c'est-à-dire que lire ou faire une fiche comme on faisait il y a quelques années, c'est pas vraiment très très intéressant parce que la fiche c'est pareil, on va juste recopier quelques phrases de la leçon, mais on va pas être acteur de ça. Ok, donc toi, tu es contre les fiches, les petites fiches qu'on apporte. Ouais. D'accord, ok. Je suis plutôt contre. Par contre, je suis plutôt pour un apprentissage sur le questionnement. Puisque on sait qu'aujourd'hui, hein, il y a des études qui constatent que, de toute façon, un cerveau qui se questionne est un cerveau qui apprend. Mhm. Donc, par exemple, une petite astuce, c'est avant d'ouvrir mon cahier, avant de lire ma leçon, je prends juste le titre de la leçon et je ferme mon cahier. Ok. Et je me questionne. Qu'est-ce qu'il va y avoir sur cette leçon? Alors, je ne sais pas, en prenant une leçon sur, par exemple, l'intensité en physique, l'intensité électrique, je lis juste le titre de la leçon et là, je me pose la question. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette leçon? C'est quoi l'intensité électrique? À quoi ça sert? Dans quelle unité ça se mesure? Avec quel appareil ça peut se mesurer? Pourquoi elle est là? Etc. Donc, je dresse toutes ces questions sur une petite feuille avant de lire ma leçon. Et après seulement, quand j'aurai posé toutes ces questions, je vais pouvoir lire ma leçon en essayant de chercher des réponses aux questions que j'ai posées au Question qu'on a préalable. posée, effectivement. Ça permet de réveiller le cerveau, je dirais. Ouais. De le dynamiser et d'être actif, Mhm. plutôt que juste lire passivement un texte. Et puis, une fois qu'on a fini cette lecture, on peut fermer le cahier et se poser la question. Qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui de cette leçon? Qu'est-ce qui me reste? Voilà. Ok. Et ça, c'est plein de petites astuces, c'est plein de petites choses. Il y en a d'autres, hein. On peut mettre après en place des flashcards, on peut mettre en place des cartes mentales. Mais il faut tout le temps que le cerveau soit actif. Si on lit une leçon et qu'on la relit, ça ne marcherait C'est pas compliqué. de façon durable, en tout cas. Est-ce que tu dirais qu'il est préférable de passer effectivement par le jeu, pourquoi pas, un petit quiz, quelque Absolument. chose qui permettrait d'apprendre d'une autre manière qu'à l'école? Absolument. Alors, le jeu, c'est... Alors, dans ma profession, moi, je ne fais que ça, je travaille que par le jeu, mais n'importe quel parent peut faire ça à la maison. Par exemple, on a son enfant qui travaille sur les proportionnalités. Pourquoi ne pas faire une recette de cuisine? On va faire de la cuisine et puis, bah, tiens, la recette, elle est pour 4. Ah, ben si on la faisait pour 6 ou pour 8 ou pour 10, et on va travailler la proportionnalité. On peut aussi travailler, on veut refaire le carrelage d'une pièce, bah, tiens, on va travailler les calculs d'air et de façon ludique. Après, il y a plein de jeux aussi qui permettent de travailler, par exemple, la mémorisation, hein. Avec ses enfants, on peut jouer aux mémories, on peut faire plein de jeux. Et le jeu va favoriser l'apprentissage. Et en plus, l'enfant va trouver ça beaucoup plus sympa parce qu'il n'aura pas l'impression de travailler. C'est sûr, c'est sûr. Après, il y a le passage à l'écrit. On sait très bien que donc, dans les pratiques normales, on est censé faire les devoirs à l'oral et revoir les leçons à l'oral. Mais il y a le fameux écrit où certains enfants ont des difficultés à écrire, des difficultés à s'y remettre, puisque ça ressemble beaucoup à l'école. On ouvre le cahier, on remplit les exercices. Comment on peut faire pour que ce soit vite fait et bien fait? Alors là encore, il y a plein de petites techniques. Déjà, la première chose que je préconiserais, ça serait un retour à la maison où on va prendre un temps avant de se plonger dans les devoirs. Première chose, prendre un goûter. Oui, on S'hydrater. alimente le cerveau. Voilà, parce que le cerveau aussi a besoin non seulement d'essence, hein, pour donc manger, mais il a aussi besoin de s'hydrater, hein. Il est composé énormément d'eau, le cerveau. Donc si on n'a pas assez bu d'eau, on n'est pas performant. Donc on s'hydrate, on prend un temps et on prend une petite demi-heure. Alors j'aime bien préciser pas trop longtemps non plus, c'est-à-dire qu'une demi-heure c'est bien, 3/4 d'heure ça va, pas plus. Oui. Moins, ça permet pas au cerveau de débrancher.
et plus on n'a plus envie de s'y mettre. Donc une petite pause d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça peut être bien. Et ensuite, on s'y met. Et pour favoriser les choses, on peut installer une routine. Dire à l'enfant qu'il va avoir une routine, et comme ça va être tous les jours pareil. Et donc, il n'y aura plus cet inconnu où on ne va pas se battre tous les jours, puisqu'une fois que la routine sera installée, l'enfant saura qu'il rentre, il prend son goûter, il fait sa pause, et après, il se met au devoir. Pour favoriser les devoirs, moi, j'ai une petite astuce, ça s'appelle l'arbre à choix. Ok. C'est quoi l'arbre à choix? C'est toujours poser des questions et permettre à l'enfant d'avoir le choix dans ce qu'il va faire. C'est-à-dire que, tu sais, quand on t'impose quelque chose, tu n'as pas toujours envie de le faire quand c'est imposé et que tu as l'impression que tu n'as pas de choix, quoi. Oui. Là, si on propose, moi, c'est souvent comme ça, hein, donc plus on va me l'imposer, moi, j'aurai envie de le faire. Par contre, si on me propose un choix, je vais trouver que c'est peut-être plus sympa. Par exemple, dire à l'enfant, est-ce que tu veux faire tes devoirs dans ta chambre ou est-ce que tu voudrais les faire dans le salon? Est-ce que tu veux les faire tout seul ou est-ce que tu veux les faire avec maman? Voilà, il y a Ok. plein de façons de poser des questions et de donner à l'enfant aussi l'opportunité de dire ce qu'il a envie de faire, comment les faire, parce que il y a des enfants qui vont trouver très bien de faire leurs devoirs allongés sur leur lit. Pourquoi pas? Et oui, ça c'est important aussi de prendre ça en compte, puisque à l'école, ils sont assis sur une chaise, tous Ouais. dans la même position. Certains enfants ont besoin de travailler en bougeant. D'autres ont besoin d'avoir quelque chose dans les mains, de faire quelque chose en même temps, de chanter, de faire C'est- d'autres choses. Et quelquefois même, certains enfants aiment avoir du bruit, Mm. avoir une musique ou peut-être la télé allumée. Bon, c'est pas forcément le mieux pour nous, parents, mais en tout cas, ça peut aider certains enfants à mieux apprendre. Tout à fait. Pour la musique, oui, là, j'ai énormément évolué depuis que mes enfants étaient petits, puisque j'ai fait partie des parents qui disaient s'il y a de la musique, tu ne pourras pas travailler efficacement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a certains types de musique qui peuvent favoriser la concentration et qui peuvent favoriser donc le travail. Alors, il s'agit plutôt de musique sans parole ou à la limite des musiques avec des paroles dans une langue qu'on ne connaît pas. Comme ça, le cerveau n'est pas perturbé Attaché par les paroles. D'accord. Ça peut être aussi de la musique douce, de la musique classique, des musiques de films, des choses comme ça qui peuvent vraiment nous porter vers plus de concentration. Donc oui, c'est... Pour le bruit, c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont se concentrer plus facilement s'ils ont du bruit autour d'eux. Pour ce qui est de la posture, c'est pas important qu'un enfant soit à un bureau, assis, bien droit. Non, il a justement été toute la journée derrière ce bureau et on lui a demandé de pas bouger. Donc là, au contraire, s'il a envie, votre enfant, de bouger, de se déplacer, on a même mis en évidence qu'on mémorise mieux quand on marche, quand on bouge, quand on tourne. Donc, si l'enfant a envie d'apprendre sa poésie tout en marchant, qu'il le fasse. Et pourquoi pas aller se balader dans la forêt après l'école, prendre le cahier de poésie et apprendre la poésie d'une autre manière? Absolument. Et ça, c'est fabuleux. C'est une très belle expérience à faire, d'aller se balader. Et on peut même enregistrer la poésie, se la mettre aux écouteurs et marcher, voir la forêt. Et quelle meilleure façon de faire ses devoirs que d'allier le plaisir et le... C'est ça, c'est ça. Alors, je pense aux petits, mais aussi aux plus grands. Il y en a qui passent le bac cette année, qui ont besoin de beaucoup plus de temps de révision. Est-ce que tu aurais une astuce pour eux pour se mettre facilement au travail? Alors, c'est pareil, pour les grands, avoir une routine, c'est important. Après, ce qui est intéressant pour les grands, c'est de décomposer les choses. Je m'explique. Il y a des élèves qui ont tendance à dire, tiens, par exemple, le lundi, je vais passer 4 heures à réviser mes maths parce que j'ai un contrôle bientôt, donc je vais faire 4 ou 5 heures de maths. On a vu, en faisant des études et sur des groupes d'étudiants, qu'un élève qui va travailler, par exemple, 1 heure pendant 4 jours, ses maths, 1 heure le lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi, 1 heure le jeudi, et un autre groupe qui aura travaillé 4 heures le lundi, les résultats seront bien meilleurs pour les élèves qui auront fait des pauses et qui auront donc étalé les révisions que celui qui aura tout fait d'un coup. Pourtant, ils ont eu 4 heures chacun de révision. Donc, le cerveau,
Il est comme une éponge. Quand tu renverses un verre et que tu veux essuyer ce qui est tombé sur la table, tu prends l'éponge et il y a un moment où l'éponge, elle n'absorbe plus. Et il faut Tout à aller fait. vider l'éponge dans l'évier pour pouvoir réabsorber. Le cerveau, il est pareil. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les choses ne vont plus rentrer. Donc, il faut espacer. Il faut faire des pauses régulièrement aussi dans les révisions. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-heure, on peut se lever, bouger, aller s'aérer, prendre un petit peu d'air frais, boire un verre d'eau, manger un petit bout. Pas longtemps, hein, 5 minutes suffisent pour remettre son cerveau en état, pour Oui, aller vider l'éponge, en fait, un petit tout peu. à fait. La pause est importante. Comme on prend la pause café quand on est au travail, à un moment donné, on n'en peut plus, on a besoin d'une pause, vraiment. Exactement ça. On a besoin de ces pauses et elles sont vraiment très, très importantes pour l'efficacité des apprentissages, pour que la mémoire puisse bien fonctionner et pour que le travail puisse être efficace, il faut faire des pauses. Il y a une technique avec le Pomodoro, la technique du Pomodoro, c'est une sorte de petit sablier qui permet de faire des pauses toutes les 25 minutes. On s'arrête, on fait 5 minutes de pause et on refait un Pomodoro. Et donc, après, au bout de 4 Pomodoro, donc de 4 fois 25 minutes, on peut prendre une pause plus grande. Ça, c'est pour les grands. Hein, Ok, c'est pour oui, tout à fait, parce que c'est important de planifier, en fait, tout simplement, d'avoir un planning planifier. de révision. Ouais. Et se couper de tout ce qui est parasite. Et là, je parle du téléphone Oui, notamment. Couper les notifications. Parce que si on voit son téléphone avec une notification, il y a fort à parier que tant qu'on n'est pas allé voir ce qu'il y a sur la on va y notification, on va y penser. penser. Donc, pour éviter ça, il vaut mieux mettre son téléphone en mode avion ou de le mettre dans une autre pièce, De le laisser aux parents pendant qu'on révise. par exemple. Alors, ils vont vous dire, les enfants, qu'ils ont besoin d'avoir Pronote et qu'ils C'est ont des vrai, choses à regarder c'est vrai. dessus. Donc, c'est pas toujours facile. Ils ont des fois besoin de leur téléphone, mais ils peuvent le mettre en mode ne pas déranger. Il y a des petites applications de téléphone, même il y en a une qui s'appelle Forest, que j'aime bien, parce que quand on plante, donc on allume l'application Forest sur son téléphone, on la planifie par exemple pour 25 minutes, et là, on plante un arbre, et pendant 25 minutes, cet arbre va pousser, et on le voit pousser. Et si on va sur son téléphone, on a un petit message qui nous dit attention, On n'a pas fini. l'arbre n'a pas fini de pousser. Si tu vas voir tes notifications, l'arbre va mourir. Donc on a tendance à arrêter de. Ah, c'est sympa. Ouais, C'est ouais, sympa. ouais. Ça s'appelle Forest. C'est une application gratuite. Donc, Ouais. moi, je l'ai téléchargée et je la fais souvent télécharger aux élèves que j'accompagne. Donc voilà, Génial. encore une petite astuce, mais vraiment enlever tout ce qui peut nous parasiter, même prévenir les parents quand les grands, par exemple, quand on est grand et on n'a pas besoin de papa, maman pour faire les devoirs, mais on peut leur dire, écoute, là, je vais être dans une séance de révision pendant 1 heure ou 2, je ne veux pas être dérangée parce que je vais être concentrée. C'est important parce que des fois, les parents, ils savent pas et puis ils peuvent intervenir. Rentrer dans la chambre, demander autre chose. Et quand Est-ce que on tu est- as fait tes devoirs? Ben non, mais en fait, laisse-moi, je suis en train de les faire. Voilà. Alors justement, ça soulève le problème de l'autonomie. Quel est le juste milieu à avoir selon l'âge de l'enfant pour un parent? Puisqu'il y a des parents qui vont être très très présents, voire trop présents, et puis des parents qui vont plutôt lâcher, peut-être trop lâcher. Comment faire la part des choses? C'est ça qui est le plus compliqué pour les parents. Alors, il n'y a pas de bonne réponse parce que ça va vraiment dépendre de l'enfant. Mais ce que je vois surtout, c'est qu'il faut absolument conduire son enfant vers de l'autonomie parce que l'autonomie va l'amener vers la confiance en soi et la confiance en soi l'amènera vers la réussite. Donc, être toujours derrière lui, vérifier qu'il a bien tout fait, c'est pas lui rendre service. En revanche, ça n'empêche pas d'être présent. Il faut être présent, il faut quand même... si l'enfant a besoin et si l'enfant demande, il faut être là. Mais par contre, être trop présent, ça peut Le être... trop, tu le bien. Exactement. Surtout que, par exemple, un enfant qui viendrait dans la chambre en déboulant à 21h, à qui ça n'est pas arrivé, Oui. j'ai un contrôle demain matin où j'ai un exercice à faire et j'avais oublié. Ok, alors... Je pense que c'est compliqué à faire quand on a envie que ses enfants aient des bons résultats. Et pourtant, les laisser face à leurs responsabilités et leur dire demain, tu verras, tu n'as pas anticipé et il va apprendre. Alors que si on résout le problème pour lui en lui disant ok, on va faire les devoirs tout de suite, je vais t'aider, et qu'on met Je vais tout même en faire place pour toi. et je vais Il y a faire des parents pour toi. qui font pour l'enfant.
Donc, et ça, en fait, l'enfant, il va se dire, mais j'ai pas besoin de changer mon comportement puisque papa, maman trouvent toujours des solutions pour moi, il n'y a pas de problème. Alors que, en le mettant face à sa responsabilité, c'est là que le lendemain, il va devoir assumer, quoi. Soit il Tout n'a à pas fait. révisé, soit il n'a pas fait son exercice et il aura une mauvaise note. Il y a fort à parier que la prochaine fois, il anticipera peut-être un petit peu plus. En tout cas, ça fait partie de l'apprentissage. Tout à fait, il y a des conséquences à chaque acte et puis il faut pas oublier que l'apprentissage, c'est à eux de le faire. Oui. On est d'accord que nous, parents, on se remet un peu dans les devoirs. Il y a des devoirs, on se remet dans certaines notions. C'est pas forcément évident, surtout quand l'enfant grandit. Mais l'emmener vers l'autonomie, c'est aussi quand il passe le bac, se dire bon j'ai pas à revoir les équations, les algorithmes, les choses qui sont pour nous peut-être un peu plus compliquées. Donc là, on sait qu'il va pouvoir faire seul. Ouais. C'est le métier de parent, en fait, de conduire nos enfants vers une autonomie complète, au final. Hein. C'est bien le... Et donc, pour les tout-petits, ça peut se faire progressivement. Il n'est pas question du jour au lendemain de se dire « Ah bah tiens, non, j'arrête, je fais plus les devoirs, ça y est, tu te débrouilles. » Non, bien sûr que non. C'est des choses qui se font progressivement. Moi, je parle souvent de la technique des 5 pas. Donc, le premier pas, normalement, c'est « je fais et tu regardes ». Ensuite, c'est « tu fais » ou je fais avec ton aide. Ensuite, tu fais et je regarde. Ensuite, tu fais seul. Et puis après, c'est fini. Tu peux faire vraiment sans moi, sans que je sois là. Donc ça, c'est des petites techniques. Il y a la technique des objectifs avec des petits pas. Aujourd'hui, je vais te donner un petit objectif. Tu vas essayer de lire ta leçon tout seul. Et puis ensuite... je t'interrogerai, et puis la fois d'après, on fait quelque chose d'un petit peu plus, mais toujours des objectifs, des petits objectifs, et facilement réalisables, parce qu'un objectif qui n'est pas réalisable, c'est pas un bon objectif, et c'est surtout démoralisant et démotivant. Exactement. Parce qu'il va falloir jouer vraiment sur la motivation de l'enfant, l'encourager, et ne pas s'énerver. C'est ce qui est parfois un petit peu compliqué. Alors oui, on en vient à ça. On a dit sans stress. Quelquefois, c'est vraiment une source de stress pour le parent parce que on n'a pas forcément le temps, on a travaillé toute la journée, il faut s'y remettre, l'enfant n'a pas envie. Il y a des cris, il y a des pleurs. Est-ce qu'on a une petite lueur d'espoir sur les devoirs, c'est cool? Alors, oui, les devoirs, c'est cool, ça peut être cool. Bon, déjà, si on met cette technique de l'arbre à choix et que l'enfant comprend que, de toute façon, il va falloir qu'il passe par le fait de faire ces devoirs-là. Oui. Admettons ça y est, il y est, mais pas encore forcément de la bonne volonté. Se mettre à lui crier dessus, l'engueuler et hausser le ton, je pense pas que ça va l'aider à avoir envie de faire ses devoirs davantage, quoi. Donc, c'est là qu'il va falloir déployer des trésors de patience pour ne pas... l'interroger, peut-être. Ça peut être une solution, c'est de l'interroger. Lui dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu n'as pas envie, qu'est-ce qui fait que là, tu n'as pas envie de faire tes devoirs, pourquoi tu refuses et tout ça, parce que peut-être qu'il y a une raison sous-jacente. Est-ce que c'est parce qu'il a peur de se tromper? Est-ce qu'il a peur de ne pas y arriver? Ou est-ce qu'il a envie de faire autre chose? Ou est-ce qu'il est fatigué? Donc des fois, le fait vraiment d'avoir un dialogue avec l'enfant pour lui demander pourquoi il n'a pas envie de faire ses devoirs, ça peut donner des explications. Et peut-être que des fois, c'est juste, on va prendre une demi-heure, tu vas te détendre, tu vas te reposer, et puis on reprendra dans une demi-heure quand tu seras moins fatigué, par exemple. Ça permet de déceler des problématiques, effectivement, qui peuvent être vraiment sous-jacentes et qui empêchent d'avoir une facilité dans les devoirs. Et oui, et ça m'amène à parler du problème émotionnel, puisque un enfant, des fois, il peut y avoir des problèmes à la maison, des conflits sous-jacents, des choses comme ça, qui vont faire qu'il ne va pas être émotionnellement disponible pour apprendre. Et qu'on lui demande de faire des devoirs, mais il a des préoccupations qui sont autres. Tout à fait. Donc, en parler avec lui, créer un dialogue, et pour lui demander ce qui ne va pas, ça peut déjà débloquer des situations. Parce que je pense qu'un enfant, pour apprendre, il faut qu'il soit physiquement disposé, mais émotionnellement disponible aussi. Tout à fait, parce que je rappelle quand même que le cerveau, quand il est dans des émotions, il n'y a rien qui rentre. Mémorisation, il n'y a rien.
C'est juste impossible. Donc, Impossible. une atmosphère agréable, petite musique, une petite relaxation, Mmh. quelque chose à faire en famille, un bon moment à passer en famille Ouais. avant de s'y mettre, Mmh. ça peut être un booster. Ouais. Il y a aussi une autre petite astuce peut-être, c'est que je vois souvent des parents qui viennent me voir et qui, quand je leur demande comment se passe le temps des devoirs, ils me disent bah, je mets mon enfant à table et puis moi pendant ce temps je prépare à manger. Et en fait, je pense que quand l'enfant fait une sorte de petite, un petit refus pour se mettre au devoir, des fois c'est qu'il a juste besoin d'attention, mais de Oui. vraie attention, d'attention réelle. Et si son parent, sa maman par exemple, est en train de préparer le repas, elle n'est pas 100% disponible pour l'enfant. Alors, des fois, il vaut mieux prendre 15 minutes et être complètement disponible pour l'enfant que 3/4 d'heure où ça va crier, Mhm. où personne ne va être vraiment productif. Donc, moi, j'insiste souvent sur le fait de dégager ce temps. Il vaut mieux que ce soit un temps plus court, mais 100% consacré à l'enfant, plutôt que d'être là sans être là. Tout à fait. Un vrai temps de Un partage. vrai temps de partage. Ouais, surtout s'il y a besoin d'aide. Ouais. Alors, quelles problématiques on peut avoir au moment des devoirs? Qu'est-ce qu'on pourrait déceler déjà? Quels sont les signes que l'enfant a des problèmes pour faire ses devoirs? Bah, déjà, c'est ne pas savoir comment s'organiser, ne pas savoir quoi revoir, comment apprendre la leçon, voir, euh, avoir un enfant qui est en gros stress par rapport à une évaluation. Ça Oui. peut être un premier signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il a peur de l'échec? Est-ce qu'il a peur de... Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Pourquoi il a peur de l'échec? Est-ce qu'il a peur de se faire engueuler en rentrant s'il a eu une mauvaise note? Ou est-ce que c'est par rapport à lui-même? Est-ce qu'il a peur, lui? Il veut pas se décevoir lui-même. Donc, toutes ces problématiques-là sur la confiance en soi sont très importantes parce que derrière, un enfant qui va stresser, généralement, risque de louper ses évaluations. Et s'il loupe ses évaluations, il va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que c'est très important de déceler ça dès le départ. Par rapport au temps de devoir, je sais que quelquefois c'est difficile pour certains enfants d'aller rapidement. Est-ce qu'il faut vraiment finir les devoirs? Est-ce qu'on met un temps maximum pour faire ses devoirs? Je pense que si on passe trop de temps à faire les devoirs, effectivement, c'est qu'il y a peut-être un problème. Et que, alors, par exemple, pour un enfant de CP, si c'est une demi-heure, 3/4 d'heure tous les soirs, je pense qu'il faut peut-être prendre un rendez-vous avec l'institutrice, l'instituteur, pour savoir quel est le problème et d'où vient le problème, en fait. Est-ce qu'il y a trop de devoirs ou est-ce que c'est mon enfant qui n'y arrive pas? Et à ce moment-là, peut-être que dans quelques rares cas, c'est peut-être que l'enfant a un petit souci et qu'il est bon de l'identifier assez vite. Après, au collège, entre 3/4 d'heure et 1 heure le soir, c'est un temps qui est tout à fait correct. Mais il ne faut pas que ça déborde. Si on fait au collège des devoirs pendant 3/4 heures tous les soirs, qu'est-ce que ça va être au lycée? Qu'est-ce que ça va être après? Donc, non, je pense qu'il y a un moment où il faut poser un cadre. Soit l'enfant est très très exigeant envers lui-même et il va travailler. Il veut que ce soit parfait, effectivement, il il faut va que ce soit passer du parfait, temps. mais là c'est qu'il y a un souci identifié. Sinon, ouais, bon. Après, des fois c'est aussi un problème d'anticipation. Est-ce que l'enfant a bien anticipé ou est-ce qu'il n'a pas attendu la veille pour faire tout ce qu'il avait à faire alors que ça faisait un mois qu'il avait à faire? Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la méthodologie et sur l'organisation. Très important de savoir s'organiser dans son travail. Je n'attends pas la veille pour faire mes devoirs, surtout que la veille, imaginons que j'ai une grosse migraine et que je ne peux pas travailler, donc je fais quoi? Le lendemain, Tout à fait, j'ai tout à rien. fait. Donc on anticipe. Le week-end, si j'ai des devoirs pour toute la semaine, voire pour la semaine d'après, je m'avance un maximum et comme ça, j'aurai moins de devoirs le moment venu. Donc on apprend à son enfant à s'organiser, à planifier, on l'aide dans ces moments-là si c'est difficile. Pour des adultes, c'est aussi déjà difficile, donc pour un enfant, ça peut être très compliqué. Donc c'est là qu'il a besoin de nous. On passe des moments agréables avec lui, avant, pendant, après. On essaie d'être présent. On l'emmène vers l'autonomie. Ouais. Voilà. Avec des moments de partage et de qualité, avec du jeu et tout se passe bien.
Très bien. Et en cas de problématique, eh ben, ne pas hésiter à demander de l'aide extérieure. C'est quelquefois difficile émotionnellement parlant de travailler, faire les devoirs avec l'enfant, donc pourquoi pas passer par une aide extérieure et ou voir s'il y a une problématique à régler pour pouvoir passer quand même ce moment-là de façon agréable, puisque les devoirs, c'est important. Le cerveau a besoin de reprendre régulièrement les notions pour réussir, tout simplement. Effectivement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, si, je voudrais rajouter quelque chose qui me paraît important, c'est que pour moi, tous les enfants ont du potentiel. Tous les Ouais, enfants sont riches de plein de choses. Ils sont tous en capacité de faire de grandes choses. Et il faut juste les laisser s'exprimer et exprimer ses potentialités. exactement, tout à fait d'accord. Merci beaucoup Sandy Avec plaisir. et on se revoit pour une prochaine émission. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.